C'était un vieux quartier du cœur de Port-au-Prince, proche de la cathédrale ou du palais présidentiel. Un ancien bâtiment militaire lui avait donné son nom, Fort National. Naguère, un entrelac de ruelles animées et bruyantes. Aujourd'hui, un paysage lunaire, encore peuplé de quelques ombres. Debout, au milieu des pierres, 4 femmes. Certaines ont perdu leur mari dans le séisme, d'autres des enfants, toutes leur maison. Cramponnées à leurs pierres, elles n'ont pas bougé depuis le 12 janvier. Ici, on a fini par s'habituer à la situation. On s'est procuré des tapis et on a réussi à se faire notre petit abri. Nous avons de la place. Ce que nous avons, nous le partageons. Nous nous tenons ensemble. Quand nous trouvons un peu de nourriture, nous la mangeons ensemble. Parfois, on voit passer des équipes qui viennent déblayer ou aider, mais ce n'est jamais pour nous. La nuit, les 4 amies vont dormir dans la cour d'une église truite. Lorsqu'il pleut, elles reviennent s'abter ici, sous une maigre bâche. Un peu plus loin, un petit groupe de jeunes. Eux aussi préfèrent rester près de leurs décombres. Ils veulent nous installer sous des tentes loin d'ici, mais nous ne voulons pas y aller. C'est ici l'endroit que nous aimons. S'ils nettoient le coin, nous reviendrons chez nous. Pas question d'aller au diable, non. Si nous laissons notre quartier, ils le prendront. S'ils y trouvent des gens, ils ne pourront pas le prendre. James nous emmène dans ce qui fut sa maison. 17 personnes y vivaient. Parents, frères, sœurs, enfants, petits-enfants. Nous sommes tous sains et saufs, grâce à Dieu. Là, ils sont morts. Là, ils sont morts. Partout, ils sont morts. Chez nous, il y a eu des blessures, des fractures, mais Dieu a voulu qu'il n'y ait pas de mort. Aujourd'hui, les gens dorment dans la rue, dans les camps, mais nous, on refuse ça. Nous voulons vivre dans notre quartier, rester dans notre zone à nous. Chantez pour yo non artiste là. Mais bah ici pas champion. Le janvier. Chantez pour yo artiste là. Mais bah on fait 35 secondes. Yo oublié si yo bien petite. Maman t'a cherché petite yo. Papa t'a cherché petite yo. Petite t'a cherché parents yo. Yo pas où yo. Pays a été tout de noir. Tout le monde est baigné à poussière. Jour ça nous bagues doit bilier. Quand t'entendais à tape tremblé, tout le monde t'a brûlé. Jésus. Quand t'entendais à tape tremblé, tout le monde t'a brûlé. Jésus catholique t'a brûlé. Jesus encore t'a brûlé. C'est une catastrophe énorme. Et quand on compare avec le nombre de morts, de tout ce qui s'est passé pendant ce siècle, Haïti est malheureusement en tête de nombre de morts, y compris sur des phénomènes comme Hiroshima, Nagasaki, etc. Et 1,5 million de personnes dans la rue, 300 000 morts, des blessés. Un peu sur les hauteurs, le plus grand camp de sinistrés de la capitale porte un nom décalé, Pétionville Club. Lieu jadis légendaire et inaccessible. Golf 18 trous pour diplomates et haïtiens fortunés. Le soir même du 12 janvier, sa conquête était faite dans la panique. Aujourd'hui, il est devenu une ville dans la ville, officiellement temporaire.
Près de 40 000 habitants sur un peu plus d'1 km². Le soir du séisme, j'étais dehors et je marchais. J'ai vu des gens qui venaient ici et j'ai fait pareil. J'ai tendu un drap pour pouvoir dormir. Nous sommes ici en attendant parce qu'il y a encore des risques, mais on ne nous a encore rien dit. Et j'ai 2 bébés et je ne dors pas. L'eau passe à travers les bâches, elle coule. Et je n'ai pas de bonnes bâches, je n'ai rien. Je ne trouve pas de nourriture pour les enfants, c'est misérable. Il y a ce soleil qui brûle et quand il pleut, je ne peux que prendre les enfants par la main. Je n'ai pas un endroit où les faire dormir. Nous vivons comme ça, nous mangeons quand nous trouvons quelque chose à manger. Si nous ne trouvons rien, nous restons le ventre vide. Dès le mois de mars, la plupart des aides alimentaires directes ont été arrêtées. Une mesure voulue par les autorités haïtiennes elles-mêmes afin de préserver la faible agriculture du pays. Chaque sinistré dépend donc désormais de ses éventuelles ressources. Beaucoup sont aidés par des parents épargnés par la catastrophe, de Port-au-Prince, de province ou même de l'étranger. Quelques-uns ont conservé leur emploi en ville. D'autres en trouvent un nouveau, au jour le jour, sur les chantiers financés par l'aide internationale, voire travaillent directement pour l'une ou l'autre des 1001 organisations non gouvernementales qui se bousculent dans le pays. Une économie artificielle et sans production, mais qui, activée en bout de chaîne par d'innombrables petits commerces, permet de brasser et diffuser les sommes considérables mobilisées par la communauté internationale. Au camp du Golfe, comme dans les centaines d'autres, on vit mal, mais on ne meurt pas de faim. Le provisoire, au fil des mois, s'est organisé. Des rues ont été ouvertes. Le lieu a désormais ses dispensaires, ses écoles, ses marchés, ses services. Une société civile s'efforce d'y renaître. Aujourd'hui, une association de jeunesse prépare la fête du drapeau, commémoration d'un épisode majeur de la fondation d'Haïti. Quelques ruelles plus bas, on prépare l'abri d'un écran pour la retransmission du football. De son fauteuil, un jeune homme suit le montage. Alix, une jambe écrasée dans le séisme, des soins en République dominicaine. Il est revenu près de ce qui fut chez lui. Plus de maison, des études d'électricien interrompues, ses parents réfugiés dans un autre camp. Il vit du soutien de sa jeune compagne et de la charité publique. Ici, alors, il fait beaucoup de chaleur. On ne peut pas résister. Ici. Alors, en arrivant ici, je n'ai trouvé aucun responsable pour m'aider, mais je prends la responsabilité de mettre ma petite tante ici, en attendant. Oh, les conditions de vie, c'est très difficile. Je vis, moi, selon moi. Je vis au dépend de mes amis. Ce n'est pas tous les jours où les amis peuvent me donner de la nourriture surtout. Ce qui est très, très important. C'est que je vis. Alix, qui suit une rééducation dans le camp, espère un jour retrouver l'usage de sa jambe et reprendre ses études. À quelques kilomètres du Golfe, dans le quartier d'Elmas, d'autres rescapés réapprennent à vivre, des enfants. Gravement blessés lors du séisme, ils ont été hospitalisés dans un centre de Médecins sans frontières qui leur assure aujourd'hui un suivi psychologique. Après plus de 3 mois, on peut dire que ça va mieux. Parce que j'ai vu qu'il y a des enfants maintenant qui sont capables de se projeter dans l'avenir. Il y a une blessure dans le corps, il y a une blessure narcissique. Il va falloir travailler là-dessus, travailler avec l'enfant pour que l'enfant arrive à se sentir comme pareil aux autres enfants. Même si l'enfant est blessé, même si ça, il ne pourra jamais l'oublier, mais c'est continuer malgré tout.
qu'est-ce que la pain? Ah, oui, mais ça va dire là. Ah, bravo! Un peu plus loin, la consultation psychologique pour adultes, ouverte à tous. Marie-Gérald a passé 3 jours coincée dans les décombres sous le cadavre de sa mère. Elle lui parlait, la croyait vivante. La culpabilité, pour elle, se mêle à une douleur que la dimension collective du malheur n'amoindrit pas. Nous, là, on commence à recevoir des gens qui ont de plus en plus de symptômes et qui vont de plus en plus mal et qui commencent à peine à se sentir mal. Ce n'est plus public, il n'y a plus les caméras qui sont branchées, on ne parle plus de décombres, de morts, mais il y a encore des morts sous les décombres. Il y a des gens qui ont des membres de leur famille disparus et qui espèrent encore les revoir. Donc on n'en parle pas à la radio, mais les gens, eux, parlent dans leur cœur. La souffrance, ça parle et ça continue et ça brûle. Chaque jour, des centaines d'entretiens se déroulent ainsi dans de nombreuses structures médicales de la ville. Demande forte et spontanée. Ils ont tous des symptômes, alors les symptômes usuels, basiques, qui traduisent un peu la confusion du pays et des corps. Donc la terre a tremblé, donc les corps tremblent. Alors les corps tremblent, les corps ne dorment pas, les corps ont peur. Il y a le bruit dans les oreilles, le mugissement du tremblement de terre est toujours là. Et ça touche absolument tout le monde. Donc ça empêche manifestement de dormir, ça empêche de vivre. On parlera des conditions éventuellement après qui empêchent aussi de dormir et de vivre, mais ça empêche. Donc tous ces gens-là viennent demander à être soulagés de leur angoisse, de leur peur, de leur insomnie, de tout ça. Entre cathédrale et Champ de Mars, non loin du bord de mer, le centre-ville de Port-au-Prince, naguère administratif et commercial, encore brisé, mais redevenu fébrile. Le décor, si l'on peut dire, n'a guère beaucoup changé depuis le 12 janvier. Toujours l'aspect d'une cité écrasée par un bombardement. Ici et là, pourtant, on remarque de lentes transformations. Le site de tel ministère a rasé, l'hôtel des impôts en cours de déblaiement. Quelques machines, bien peu nombreuses. L'essentiel du travail se fait à la main. L'œuvre de ceux que l'on appelle ici les fourmis jaunes. Des milliers de volontaires, rétribués au terme du programme dit Cash for Work, argent contre travail, organisé par les Nations Unies. 85 000 emplois créés selon les chiffres officiels, encore loin des 220 000 promis par l'ONU. Salaire, 5 $ par jour, moins dérisoire qu'il n'y paraît, rapporté aux 3,5 $ de produit intérieur brut par habitant quotidien d'avant la catastrophe. Ce n'est pas la seule motivation. Quand les hommes ont déblayé, cassé, je jette les décombres, je les mets dans des seaux et je les jette. Je fais cela pour aider mon pays. Je veux déblayer mon pays. Je suis étudiante. Oui. Je me sens fier. Il y a eu ce 12 janvier. Nous n'avons pas voulu ça, mais on a dû vivre avec ça. Je me sens mal à voir le pays détruit, mais je vois l'aide qui est arrivée. Je vois que vous êtes venus nous aider. Je souhaiterais une aide plus importante parce que nous n'avons pas les moyens. Bien sûr, c'est à nous de faire le travail. C'est ici, chez nous. Nous serons contents de toute façon de l'aide que nous recevrons. Mais nous voudrions encore plus, pas pour l'argent. Ce qui est important pour nous, c'est de reconstruire le pays pour revenir à peu près à ce qu'on avait avant. Un peu à la périphérie de la ville, non loin de l'aéroport, le siège de la police nationale haïtienne. Ce qui restait de l'État après le 12 janvier, président de la République inclus, s'y était un temps replié. Il en est aujourd'hui parti, mais le lieu, malgré la sobriété de son installation, reste hautement sensible. Arrivé bruyamment au lendemain du séisme,
Les 20 000 soldats américains venus théoriquement garantir la sécurité en Haïti sont repartis discrètement, sans d'ailleurs beaucoup plus d'explications qu'à l'aller. Reste derrière eux la MINUSTA, force des Nations Unies présente ici de longue date et aujourd'hui renforcée, 13 000 hommes. Malgré leur mandat incluant le maintien de l'ordre, les casques bleus évitent pourtant autant que possible les confrontations directes sur le terrain. Souci d'échapper à la fois à un éventuel engrenage et à l'accusation d'occupation. En l'absence d'armée haïtienne, dissoute en 1995, la police nationale demeure en somme la seule autorité qui compte, la clé implicite de la paix civile et du redressement de l'État. Responsable adjoint du poste de Portail-Léogane, en pleine zone sensible du centre-ville, Samy Lindor sait tout cela, mais il en connaît surtout la traduction prosaïque, une ardente priorité, rattraper patrouille après patrouille les 4000 détenus évadés lors du tremblement de terre. Bon, on est en train de patrouiller la zone, donc les zones qui sont plus dangereuses. Donc on essaie de retrouver des bandits, des évadés, tout ça. Et puis on fait une sorte de prévention. Au coin d'une avenue, un petit groupe s'enfuit en apercevant la patrouille. Pas assez vite. Bon, il est un peu suspect. Donc il a en fait comment ici ça ressemble à en fait qu'il a été atteint d'un projectile ici. Donc à ce qu'il paraît, donc on va essayer d'entrer à la base avec lui pour vérifier pour s'il n'est pas un évadé. Tu n'as pas été franc avec moi. Tu m'as raconté une histoire d'accident de moto. Tu me prends pour un con ou quoi? Nous sommes de la police. Nous pouvons faire la différence entre tous les types de cicatrices. Désolé, nous faisons notre boulot. 5 mois après le séisme, près d'un dixième des évadés auraient été repris. Une autre institution s'est remise en route, et pas des moindres, l'enseignement. Malgré les immenses difficultés matérielles et humaines, les écoles primaires et secondaires ont pour la plupart rouvert dès le mois d'avril. Cela n'était pas gagné. Ils sont en train de suivre un cours de littérature française. Ici, nous sommes au lycée Toussaint Louverture, à 2 pas du Champ de Mars. L'établissement public le plus prestigieux d'Haïti. Des générations de ses dirigeants y furent formés. C'est toujours une fierté dans un pays où domine largement l'enseignement privé. Une partie des élèves n'est pas revenue. Quelques décès dans le séisme, beaucoup partis ailleurs, les mieux nantis à l'étranger. Ici, c'est la grande cour. C'est la grande cour de l'établissement. Ainsi, la partie secondaire. Vous voyez? Il reste peu du glorieux bâtiment. La façade, une carcasse trop ébranlée pour être restaurée. Des pillards ont emporté la totalité du contenu, bibliothèque, laboratoire, mobilier. On ne peut pas faire ça maintenant parce que la cour est occupée. Dans ce qui fut la cour de récréation, quelques centaines de sinistrés du quartier. L'administration du lycée a tenté de les faire chasser. Des pourparlers ont eu lieu. On a finalement dressé une palissade pour séparer les deux mondes, en attendant la libération des lieux hypothétiques. L'école a besoin d'espace et la population de s'abriter. Alors nous essayons d'arranger les lieux pour concilier les deux. La population d'un côté, l'école de l'autre. Mais c'est très dur. Il y a de la chaleur et les gens sont entassés sous les tentes en famille de 5 ou 6 personnes. C'est très dur. Faute d'autres places, les cours se tiennent sous tente sur l'emplacement d'une aile effondrée. Vacarme des hélicoptères et des classes voisines, chaleur, entassement. L'institution vacille, mais ne se rend pas. Toujours la même passion, la même ambition, et celle de pouvoir gagner. En dépit de toutes choses, il faut gagner parce que les enfants participeront très bientôt au concours d'examen officiel. Ils doivent réussir.
Sur un champ de Mars vaguement endimanché, malgré les circonstances, c'est enfin la fête du drapeau, sans surprise assez mince et dépourvue d'enthousiasme. Parodie de défilé militaire selon la tradition, indifférence polie des milliers de sinistrés qui campent toujours devant le palais présidentiel dans l'attente d'une expulsion régulièrement reportée. Parade un peu surréaliste, de faux soldats au cœur d'un vrai désastre. Les vestiges du palais pourtant abritent à nouveau un président bien réel, René Préval. Décrié par ses adversaires, mais incontestablement élu il y a 4 ans. Invisible dans les jours les plus sombres, il a réapparu comme interlocuteur reconnu des instances internationales qui en avaient besoin, se défendant d'avoir déserté. Vous savez, il y a 2 façons de gérer les choses. On peut les gérer en se faisant voir. Et ce qui est bien. Et on peut ne pas se faire voir et travailler dur pour trouver des solutions aux problèmes. Et je crois que trouver des solutions aux problèmes est plus efficace que de se faire voir sans les solutions. Aujourd'hui, en tout cas, l'État, c'est un peu lui. Dépositaire de ce qui reste de souveraineté, il gère les relations avec des amis d'Haïti, souvent plus puissants que lui dans son propre pays. À sa gauche, dans la réunion de ce matin, Edmond Mulet, le chef de la mission des Nations Unies. Pour tous, instances internationales ou bailleurs de fonds, organisations non gouvernementales ou bien sûr autorités haïtiennes, le dossier prioritaire et lancinant demeure le même, bien loin devant une reconstruction encore lointaine et imprécise, le relogement des sinistrés. 1,5 million de personnes, toujours sans vrai toit. Aujourd'hui, tout le monde est sous les tentes ou sous des bâches. Et la prochaine étape, c'est de trouver des abris transitionnels. Mais l'État haïtien n'a pas la capacité de fournir ces abris transitionnels. Avec les acteurs de la communauté internationale, nous nous attelons maintenant à soit relocaliser les gens là où ils vivaient, soit de créer de nouveaux pôles urbains pour déplacer les gens qui ne peuvent plus rester dans leurs anciens lieux d'habitat, soit que c'était des pentes trop fortes avec des risques d'effondrement, des risques d'éboulement. Donc c'est une tâche immense qu'il ne faut pas sous-estimer. Tabarissa fait partie de ces quelques camps souvent cités en exemple, ouverts à l'extérieur de Port-au-Prince. Financement européen, en l'occurrence, confié notamment à l'organisation humanitaire irlandaise Concern Worldwide. Ici, le terrain appartient à l'État. Détail important car les terres libres sont rares autour de Port-au-Prince, les grands propriétaires souvent peu disposés à les céder et les autorités n'ont pas toujours la force ou peut-être la volonté d'imposer les expropriations nécessaires. Installées sur ce terrain depuis peu, 520 familles déplacées volontaires de zones dangereuses. Fort peu au regard des besoins. Ce n'est pas des solutions permanentes qu'on peut offrir. Là, on est très clair là-dessus parce que pour arriver à ça, il faut la concertation du gouvernement, des Nations Unies, de tous les acteurs sur le terrain, des autorités locales. Et on est loin d'avoir une solution définitive. Mais on travaille là-dessus et pendant qu'on travaille là-dessus, il faut quand même trouver des solutions temporaires. Depuis quelques jours à Tabarissa, Jasmin nous fait visiter son nouveau domaine. Comme beaucoup, il dormait dehors dans un quartier vallonneux du centre-ville. On avait des arbres, ok. On avait des arbres, on avait de l'ombre. Mais ici, le plus fatigant, c'est le soleil. Ah, vous voyez, ça. Ici, l'eau potable est assurée, des latrines, un peu d'éclairage. La sécurité aussi, dans différentes acceptions du terme. Contre les bandits, des patrouilles des Nations Unies, jour et nuit. Contre les répliques, glissements de terrain et autres inondations qui sont le lot quotidien à Port-au-Prince,
le lieu est aussi, en principe, à l'abri des surprises. La chaleur, en revanche, y est écrasante, réfléchie par le gravier. Certains tentent d'égayer l'aridité du lieu de dérisoires plantes vertes ou leur intérieur de meubles sauvés. De là à parler de confort. Bon, puisque c'est là, moins vivre là. J'habite ici parce que, actuellement, il n'y a qu'ici que je puisse habiter. Je n'ai pas le choix. Et non, je ne suis pas confortable du tout. Là, maintenant, je vis de l'entraide. Et j'ai des parents qui ont quelques petits moyens. De temps en temps, ils m'envoient quelque chose. Lorsqu'ils ne m'envoient rien, je reste comme ça, les bras croisés, à attendre le ciel. À moyen terme, les tentes sont supposées faire place à des petites maisons en dur comme celle-ci, une sorte de logement témoin, aujourd'hui la seule. Programme en retard, pas grand-chose ne devrait être prêt pour la saison des cyclones. Si vous pouvez, vous pouvez appuyer. L'histoire de Jasmin ressemble douloureusement à un million d'autres. Une maison détruite, d'où quelques meubles ont pu être sauvés, une télévision inutile, un emploi perdu dans le bâtiment, une vocation d'artiste peintre qu'il préfère oublier, une femme et des enfants en vie. Comme tant d'autres, Jasmin remercie le ciel. Bon Dieu nous a sauvegardés. Alors là, la vie continue. Bien ou mal, c'est la vie quand même. La vie continue. À une dizaine de kilomètres au nord de Port-au-Prince, le camp de corail ressemble à celui de Tabarissa, en plus imposant. Ici, c'est l'organisation évangéliste américaine World Vision qui opère en race campagne. Autour de lui, de vastes terres vacantes sont devenues en quelques semaines un étrange Far West, ou plutôt une terre promise au nom chargé d'espoir, Jérusalem, Canaan. Des milliers d'habitations en construction, sans permis, sans infrastructure et sans aide d'aucune sorte. Réfugiés du centre-ville, ceux qui bâtissent ici n'ont souvent pas trouvé de place dans les camps officiels. D'autres espèrent prendre une option sur l'avenir. L'endroit pourrait, selon la rumeur, devenir un futur nouveau quartier de Port-au-Prince. Pour l'instant, le dénuement est total, comme la solitude. Ici, nous n'avons pas les moyens de travailler, d'agir. Nous aimerions aider notre peuple, mais je n'ai pas d'outils. Je voudrais aider, mais j'ai pas de pelle. J'ai pas de pioche, pas de brouette. Personne n'est venu nous voir. Même pas les autorités haïtiennes. Ni non plus les Américains. Nous sommes seuls. Vous êtes les premiers à venir. Personne d'autre n'est entré là. Personne n'est venu nous voir. Retour en centre-ville. Loin des conquêtes aventureuses de la périphérie, une autre reconstruction discrète y a commencé, indifférente elle aussi aux projets ou schémas qui mûrissent dans les cénacles internationaux. Nous sommes ici dans la vallée Bourdon, un quartier du centre réputé dangereux et théoriquement en cours d'évacuation. Méfiance à l'égard de promesses jugées douteuses, refus de s'exiler hors de la ville ou manque de place dans les nouveaux camps, beaucoup d'habitants restent ou reviennent et parfois rebâtissent comme ils peuvent, où ils peuvent. Des commerces ressurgissent, souvent d'infimes moyens de subsistance, parfois des projets plus ambitieux. Ici, un petit restaurant. Cela fait seulement 2 jours que j'ai ouvert cet endroit et j'ai beaucoup de clients. Je suis vraiment content. Ça marche bien? Oui, ça marche. Avec pour Freddy. Oui, cela marche bien. Je vends beaucoup de cet alcool. Alors, pour retirer un peu de stress, les gens aiment ça. Ici et là, c'est en dur que l'on rebâtit, c'est-à-dire en durable, sans souci des directives ou interdictions. Bertrand possédait ici un immeuble de 3 étages où ont été écrasés sa mère et 3 enfants de sa famille. Je suis un habitant du quartier. Je suis né dans ce quartier. Mon cordon ombilical a été enterré là, à l'endroit de cette petite maison. Ma vie, elle est ici. Nous sommes des propriétaires. Et des propriétaires ne peuvent pas être déplacés comme ça.
À quelques mètres à peine, un prêtre vaudou fait reconstruire le péristyle sacré des cérémonies. Les fidèles se sont cotisés. Selon le vaudou, une maison qui s'effondre doit être rapidement reconstruite. Ici, vous pouvez voir que le poteau mi-temps sacré tient toujours. Cela signifie reconstruire à tout prix. Nous ne pouvons pas abandonner nos lois, c'est-à-dire nos esprits à découvert, et laisser la maison comme cela. Ils se font appeler Dead Krasy, Calibre et Princesse Eude. Ils forment Mystique 703, l'un des groupes de rap populaires en Haïti avant la catastrophe. Plusieurs de leurs proches ont été tués dans le séisme, dont leur manager. Ils ont aussi perdu leur maison, leur stock d'albums, leurs instruments. Ils évitent de pleurer sur leur sort et s'efforcent d'avancer à leur façon, par la chanson. Il faut penser à reconstruire. Il faut penser à... La vie ne se termine pas ainsi. On va se remettre debout. Voilà, c'est ça. Il faut chanter, il faut agir, il faut faire quelque chose. En Ces moments nous baisent plus que paroles. Pas dire bâti pays à ces paroles. Peuple qui gagne richesse, c'est peuple qui gagne un rêve. Malgré toutes les épreuves, il pas jamais fait grève. Si se produire est pour le moins devenu problématique en Haïti, Mystique 703 conserve encore un public, des réseaux, le projet peut-être d'une tournée en Europe. Parmi ses protecteurs, il dispose au moins, comme d'autres artistes, d'une alliée qui compte malgré sa propre indigence, Marie-Laurence Jocelyn-Lassègue. Elle est ministre de la Culture. Son ministère est comme tous les autres, physiquement anéanti. Son chef de cabinet tué le 12 janvier sous ses yeux. Elle s'en est sortie. Après des mois de travail sous tente, elle vient enfin d'inaugurer son nouveau bureau en dur. Un petit bâtiment préfabriqué à l'image de tout ce qui se reconstruit aujourd'hui en Haïti, transitoire. Son secteur est sans moyens, la culture le dernier souci des bailleurs de fonds. Elle aussi essaye de regarder devant elle. On était déjà un pays en difficulté, un pays du Sud extrêmement meurtri par la pauvreté. Maintenant, il faut saisir ce qui s'est passé pour reconstruire Haïti, pour relancer l'économie, pour que la jeunesse ait une meilleure place. Des ruines de son bâtiment, la ministre peut apercevoir celle du palais présidentiel, juste en face, et l'étoile du Champ de Mars, dominée par les statues intactes des héros fondateurs d'Haïti. Elle peut aussi, jour après jour, observer les manifestations. Les étudiants, les travailleurs, les paysans, les sans-abri, les partisans de l'ancien président Aristide, toujours en exil, les opposants à la présence étrangère ou adversaires multiples d'un pouvoir sur qui se concentrent logiquement les critiques. Nous disons qu'aujourd'hui, il y a un ensemble de problèmes qui touchent de nombreuses catégories sociales. Qu'il y a un ensemble de ces catégories sociales qui se lèvent pour dire qu'elles veulent la liberté, le bien-être pour tout le peuple, qu'elles veulent de quoi manger, des écoles, des logements, des soins médicaux. Il s'agit des besoins minimums, fondamentaux. Si elles tendent à se multiplier et à s'étoffer, les manifestations restent finalement le plus souvent peu violentes. Plus que l'imminence d'un chaos sanglant 1000 fois annoncé, elles rappellent en creux la dignité conservée d'une société dont la résistance laisse rêveur au regard de la blessure subie. Pour le salut. Pour tous les habitants de Port-au-Prince, c'est un spectacle quotidien immuable qui ne fut que brièvement interrompu lors du séisme. La cérémonie des couleurs, matin et soir, devant le Palais national. N'importe où ailleurs, le rituel semblerait banal ou désuet. Ici, il résonne comme un combat troublant. Attention! Celui d'une nation à la fois brisée et étrangement sûre d'elle-même, d'un peuple étonnamment debout. La vie, quand même.